Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la dernière invitée de notre Chica Fiesta qui va être là avec nous. Alors, contrairement aux autres invités, Marie Baucher, puisque c'est notre invitée, a été enregistrée la semaine dernière. Donc, en fait, c'est du différé live que vous êtes en train de voir. Donc, bonjour Marie. Bonjour. Alors, qui est Marie Baucher? Marie Baucher, c'est la vraie reine des neiges. C'est une grande championne de ski handisport et c'est même carrément la championne française en activité la plus titrée. Donc, je vais vous donner son palmarès qui est vraiment épatant. Elle a 8 médailles d'or paralympiques, 20 titres mondiaux et elle a aussi 8 gros globes de cristal. Donc, c'est un prix qui récompense la meilleure skieuse de l'année. Voilà. Donc, on est super ravis de l'avoir avec nous. Tout de suite, je vais passer la parole à Sophie qui va l'interviewer. Bonjour Sophie. Salut Elisabeth. Donc, c'est à toi, Sophie. On y va. Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous avoir avec nous. Voilà, Elisabeth vient de te présenter et elle a expliqué que tu avais été championne dans les Jeux paralympiques. Tu es donc une athlète handisport. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton handicap? Oui, bonjour Sophie. Alors, je suis née avec une agénésie de l'avant-bras gauche. Donc, en fait, mon bras gauche n'a pas fini de se développer dans le ventre de ma maman. Et donc, il me manque une main à gauche. Et donc, j'ai ce petit doigt magique. Et donc, en fait, j'ai le bras, mais pas l'avant-bras, un bras un petit peu plus court, du coup. Mais voilà, donc c'est un handicap de naissance. Donc, en fait, pour moi, c'est pas vraiment un handicap parce que j'ai toujours connu ça, en fait. Et donc j'ai toujours grandi et j'ai su m'adapter et apprendre tout ce qu'un enfant apprend à faire avec 6 doigts au lieu de 10. D'accord. Donc tu nous expliques que tu as grandi avec cet handicap. Ça se passait comment, par exemple, dans la cour de récré à l'école pour jouer? Est-ce que ça changeait quelque chose pour toi? Non, pas vraiment, parce que du coup, c'est vrai que, j'ai appris à faire du vélo avec ces 6 doigts, j'ai appris à faire de la trottinette, j'ai appris à jouer au ballon. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment dérangée. Et puis j'ai eu la chance de grandir dans un petit village aussi, et donc avec, les enfants de mon âge, on se connaissait depuis, tout petit. Et donc je pense que ça m'a permis aussi de grandir, dans un environnement assez protecteur et assez, bienveillant parce que du coup, pour eux, il y avait pas de différence. En fait, ils m'avaient toujours connue comme ça, donc ils savaient qu'il y avait cette différence, en tout cas physique, mais ils m'avaient toujours, vue me débrouiller. Donc en fait, il y a jamais eu d'interrogation ou de mauvaises réflexions, en tout cas, par rapport à ce handicap. Et cette bienveillance, tu l'as connue depuis toujours? Est-ce qu'il y a eu des moments où des fois elle était moins présente? On sait à quel point l'adolescence, c'est une période difficile. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as pu souffrir du regard des autres? Alors, j'ai eu des petites périodes où en fait, c'était pas forcément que je souffrais, mais je savais pas trop quoi répondre. C'est vrai que des fois, il y a des regards qui sont un peu pesants, plutôt les regards des adultes, en fait, parce que finalement, les regards des enfants sont assez intéressants parce qu'en fait, c'est de la curiosité vraiment et en fait, ils ont envie de comprendre, et c'est pour eux différent, mais c'est jamais enfin voilà, c'est pas grave et c'est pas encore un sujet tabou et donc en fait, je trouve que discuter avec eux, c'est hyper intéressant parce que du coup, ils ont des questions, vraiment, curieuses en fait et donc on échange souvent. Ils ont vraiment envie de comprendre et c'est pas, voilà, ils en tout cas, ils posent des questions et en fait, c'est ça le plus gros problème avec le handicap, je trouve, c'est qu'on n'ose pas en parler, aborder le sujet alors que quand on est petit, on a cette petite insouciance qui fait qu'on n'a pas cette gêne en fait envers les personnes handicapées et donc en fait, c'était un peu ça à l'adolescence. Le problème, c'était que je savais pas trop comment aborder les gens qui me regardaient assez fixement, quoi. J'avais envie un peu de leur sortir le en leur disant mais on peut en parler si vous voulez. Je le vis bien, tout va bien. Enfin voilà, du coup c'est vrai que des fois les regards un peu graves étaient un petit peu durs à supporter, mais vraiment en fait moi c'est pas non plus un handicap qu'on voit au premier coup d'œil. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui le voient assez tardivement et donc ça me permet aussi d'aborder d'autres sujets avant et donc de briser un peu la glace et de pouvoir l'aborder sereinement par la suite. D'accord, et tu disais donc qu'avec les enfants, c'est plus facile parce qu'il y a leur innocence qui font que les questions sont forcément bienveillantes. Est-ce que tu aurais un souvenir de questions qui t'a décontenancé et que finalement tu as trouvé hyper intéressante pour l'échange à ce sujet? En fait, ce qui est rigolo avec les enfants, c'est qu'ils ont vraiment des questions, pratiques, en fait. C'est, Ouais. comment tu fais pour t'attacher les cheveux? Comment tu fais pour te couper les ongles? Et donc en fait, c'est hyper facile d'aborder le handicap via ce biais-là, parce que du coup, ça commence directement par une petite démonstration. Et donc voilà, en fait, c'est
c'est assez simple parce qu'en fait, eux, c'est vraiment des questions pratiques. Eux, ils se mettent à notre place. Ils se disent, mais alors, moi, comment je ferais pour faire mes lacets s'il me manquait qu'il me manquait 4 doigts, par exemple. Et donc, en fait, c'est assez facile, en fait, parce que voilà, ils s'interrogent par rapport à eux en même, en fait. Et donc, ça te permet d'avoir une situation qui permet de mieux leur expliquer et de leur montrer aussi que finalement, bah, toi aussi, tu fais ton lacet, toi aussi, tu sais t'attacher les cheveux. Et donc, en fait, de leur montrer que le handicap, c'est une question d'adaptation aussi. Et donc, ton petit doigt que tout à l'heure tu appelais magique, il ne t'empêche de rien. Non, bah alors, ou de pas grand-chose. Des fois, je me dis, ah bah tiens, ça, il faudrait que je le note pour le dire justement aux médias qui me posent la question, mais qu'est-ce que tu peux pas faire? Mais en fait, je m'en souviens pas, donc c'est rien de très important finalement. Dans la vie de tous les jours, je suis quand même plus qu'autonome et même au contraire, en loisir, je fais beaucoup d'activités créatives avec mes mains et je suis assez manuelle finalement, ce qui est plutôt assez contradictoire avec ce petit impair physique en fait. Finalement, on pourrait se dire que je sais rien faire avec mes 6 doigts et finalement, souvent on me dit mais en fait tu fais plus toi avec tes 6 doigts que moi avec les 10, donc du coup c'est assez rigolo. Ouais. Et le fait que tu sois manuel, c'est ça qui t'a permis aussi de t'engager dans un mouvement de solidarité parce que tu es la marraine de l'association pour que l'ANA gravisse sa montagne. Et en fait, tu travailles avec cette association en tricotant. Donc, c'est ton côté manuel qui t'a amené à la solidarité aussi, c'est ça? Ouais, alors en fait, j'étais déjà manuelle et j'étais aussi déjà marraine. Et en fait, j'ai juste associé les deux. Et je me suis dit, bah, en fait, là, toute ma famille a déjà des bonnets et des bandeaux sur la tête. Du coup, il faudrait peut-être que je trouve. Enfin, voilà, en fait, je crochette beaucoup dans les bus, entre les compétitions. Et donc, j'avais besoin de trouver un peu une utilité à ça. Et en fait, voilà, j'ai trouvé ce biais-là avec des collègues d'équipe et on a monté Ski Écro. Et donc, on crochette des bonnets et des bandeaux qu'on vend au bénéfice d'associations. Et donc, moi, c'est l'association pour la petite Lana, parce que j'étais déjà la marraine et qu'en fait, c'était très logique. Mais du coup, ouais, je suis assez contente d'avoir rendu une activité de loisir, finalement, en quelque chose de productif et d'intéressant pour les autres aussi. Et j'ai cru comprendre que l'ANA, tu en étais super proche. En plus, vous avez vraiment développé un lien par ce biais de l'association. Oui, mais en fait, c'est toujours un peu compliqué parce que souvent on est sollicité, les sportifs, pour être les parrains, les marraines d'associations et on peut pas répondre présent à tout le monde, et c'est hyper douloureux de pas pouvoir être présent pour tout le monde. Mais je trouve qu'il y a quand même vraiment une notion de présence qui est importante, avec ces associations. C'est pas juste de porter, et de prêter un nom, en fait, c'est aussi d'être présent pour la famille et du coup, Lana, en fait, bah, j'ai pas pu dire non parce que c'est une petite fille qui habite dans la vallée, à côté de chez moi. Ses parents sont agriculteurs comme les miens. Enfin, on avait beaucoup de choses en commun et du coup, un attachement qui s'est fait très rapidement. Et donc, j'ai accepté d'être la marraine de cette association et j'essaye d'être au maximum présente pour eux. Malheureusement, je suis pas souvent chez moi physiquement. Donc, du coup, voilà, le ski écro, c'était aussi un moyen de les accompagner, de les soutenir, même quand j'étais loin, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est créé avec cette famille et qui est très touchant. Ouais. Et donc, on le rappelle, tout ça, tout ce projet, tout cet accompagnement, c'est en plus de ton activité principale qui est sportive de haut niveau. Du coup, on aimerait bien t'entendre à ce sujet aussi. C'était quand ta toute première compétition, Marie? Ouais, alors ma toute première compétition, je n'ai pas la date exacte, mais je devais avoir 7-8 ans. C'était avec le ski club des saisies. En fait, j'ai intégré le ski club comme tous les enfants à 5 ans et j'ai fait ma première compétition. Je crois que c'était dans la catégorie microbe. Donc, c'était pour te dire la taille qu'on devait faire à cette année-là. Et voilà, c'était une compétition avec les enfants de mon âge sur les pistes des stations à proximité de la maison. D'accord. Et cette compétition, je pense qu'elle avait lieu avec des enfants dits valides et c'est seulement au début de ton adolescence, en sixième, que tu as rejoint l'équipe handisport, c'est ça? Oui, complètement. Et du coup, pour rejoindre ta question sur l'adolescence, en fait, donc j'ai commencé le handisport en sixième, et donc c'était au début de mon adolescence aussi. Et donc, je pense que d'avoir grandi entourée de personnes en situation de handicap, avec des handicaps plus ou moins lourds, toujours plus lourds que le mien, ça m'a permis aussi d'accepter le mien plus facilement. Et en fait, cette découverte du handisport a été un peu comme une révélation cette année-là. Et c'est pour ça que tu es restée jusqu'à aujourd'hui. À Chica, on aime beaucoup parler d'égalité. Du coup, je me demandais, au sein de l'équipe, au sein de ton équipe, de l'équipe de France Handisport, comment ça se passe entre filles et garçons?
Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de garçons dans cette équipe. Je suis Ouais, la seule fille, enfin, il y en a qui arrivent un peu dans la relève. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans un monde d'adultes assez rapidement et d'adultes masculins. Et c'est vrai que faut faire sa place. Donc, j'ai un caractère assez fort, mais souvent qui m'est reproché d'ailleurs par les garçons de l'équipe. Je dis, mais vous êtes un petit peu responsable de ça. Parce qu'il a fallu que je m'impose assez rapidement aussi. Mais non, en vrai, ça s'est bien passé. Alors, quand j'étais petite, tout le monde était bien plus grand que moi et en fait, ils avaient pris un peu des rôles de grands frères et donc on se taquinait, mais on était aussi très proches et ils étaient très protecteurs envers moi. Et puis aujourd'hui, je suis pas encore l'ancienne de l'équipe, je suis pas encore la plus vieille en âge, mais en tout cas, je suis la plus expérimentée et du coup, voilà, c'est aussi à mon tour d'être pas maternante, mais en tout cas d'avoir cette inspiration, enfin ce guide-là à jouer. Mais voilà, après, je trouve ça aussi intéressant d'être dans une équipe mixte. D'ailleurs, ma mère me dit souvent, mais tu serais incapable de passer un hiver complet dans une équipe que de filles. Je pense qu'on est tout à fait pourquoi? d'accord. Bah, parce que je pense que c'est encore plus compliqué en termes de gestion des caractères. Les garçons, ils disent ce qu'ils pensent, donc ça peut être assez violent sur le coup, mais au moins c'est dit, alors que souvent dans les équipes de filles, il y a beaucoup de non-dits qui traînent, qui traînent, qui traînent. Par expérience, les équipes mixtes, c'est plus équilibré. Voilà, tu as trouvé une richesse dans cette mixité en Exactement. équipe de France. Et du coup, de manière plus générale, pour rester un peu dans ce sujet de l'égalité, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des différences de traitement pour toi qui es une femme porteuse de handicap par rapport aux hommes porteurs de handicap? Et alors, non, je ne crois pas et je crois qu'on est même en avance sur ce domaine-là, dans le handisport par rapport au sport valide. Bah déjà, parce qu'on a peut-être un milieu un petit peu plus jeune, un peu plus récent, donc du coup, on s'est aussi développé autour de ces valeurs-là. Aussi parce qu'il y a un petit peu moins de monde et qu'en fait, les circuits, on s'entraîne en équipe, mais on court en fait en équipe aussi, en équipe mixte, enfin, pas vraiment en équipe, mais les jours de compétition, c'est les garçons et les filles qui courent ensemble sur la même piste, donc il n'y a pas de différence de fait. Et c'est vrai que je pense que ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de lien entre les hommes et les femmes. Et en handisport, je pense qu'on est en avance, enfin, notamment en France. Les deux présidentes des deux grandes institutions qui sont la Fédération française de handisport et le Comité paralympique sont des présidentes. Les têtes d'affiche, les athlètes têtes d'affiche sont autant des hommes que des femmes. Voilà, on parle, je pense qu'on parle dans le handisport autant de femmes que d'hommes et je pense que là-dessus, ouais, il y a une belle, pas égalité en tout cas, mais parce que c'est un mot assez fort et il faudrait avoir des vraies données pour ça. Mais en tout cas, je pense il y a pas vraiment de différence de fait entre les performances des femmes et des hommes dans le handisport. Et voilà, peut-être que tu trouves que certaines fédérations devraient s'inspirer de cette mixité que tu connais toi au quotidien, justement. Oui, bah, bien sûr, mais je pense que la société aussi devrait s'en inspirer. Mais voilà, après, il y a toutes les histoires qui font que, enfin, chaque fédération, chaque sport a son histoire qui font que du coup, ça peut être un petit peu plus compliqué à mettre en place. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de sport féminin. Les sports féminins se développent de plus en plus aussi. Et c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, voilà, c'est des questions comme tu me poses maintenant. Il y a quelques années, je pense qu'on ne les posait pas. Et je pense que c'est intéressant que par la voix des médias, on fasse aussi entendre que le sport féminin a autant de mérite. Et donc voilà, je pense que les choses bougent sur ce sujet-là. Donc je suis assez confiante pour l'avenir, mais il faut pas relâcher ses efforts, quoi. Donc, pour toutes les chicas qui nous regardent et les chicas porteuses de handicap, tu conseilles de se mettre au sport et surtout au handisport, puisque c'est un milieu où on se sent bien visiblement. Ouais, exactement. On est intégré. Puis en fait, je pense qu'on se révèle, on apprend à s'accepter aussi. Alors moi, j'ai jamais eu trop de difficultés à accepter ce handicap. On m'a jamais fait me sentir différente. Donc je suis pas sûre qu'il y ait que le handisport qui m'a aidé à accepter ce handicap. Mais je pense que de rencontrer d'autres personnes en situation de handicap, de se rendre compte aussi qu'on est capable de faire des choses, de réaliser des performances. Le sport permet aussi d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître son corps aussi. Donc en fait, même pour les chicas valides, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, enfin, voilà, je pense que le sport, c'est une belle école de la vie, mais une belle école aussi pour apprendre à se connaître un peu plus et un peu mieux soi-même. Donc ouais, c'est un conseil. Et alors, ton corps que tu apprends à connaître quand tu skis, il a un petit détail en plus parce que tu skis avec une prothèse, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je porte vraiment pas de prothèse dans la vie de tous les jours parce que alors mes parents m'ont
c'est pas qu'ils m'ont jamais posé la question, mais en fait, ça nous a jamais paru vraiment utile. Puis c'est aussi parce que j'ai ce petit doigt en fait qui est hyper précis où je peux faire beaucoup de choses avec. Et finalement, quand je mets une prothèse, ça m'handicape aujourd'hui plus qu'autre chose, sauf en ski où en fait en 2010 pour continuer à progresser et puis pour passer certains caps avec les entraîneurs, on s'est dit qu'il allait peut-être être nécessaire de développer une prothèse. Et donc voilà, on a développé une prothèse sur les skis qu'on fait évoluer quasiment tous les ans. Et donc voilà, c'est le seul moment où j'ai une prothèse donc qui me rallonge un petit peu le bras et qui l'alourdit aussi pour pouvoir équilibrer un petit peu plus le haut. Parce que le ski, c'est quand même aussi un petit sport d'équilibriste. Et donc, quand il en manque un bout, des fois, c'est un peu compliqué. Et en fait, on est classé dans des catégories assez différentes en e-sport. Et moi, je suis dans une catégorie où il y a des personnes qui ont le bras long jusqu'aux premières phalanges, par exemple, de la main. Et donc, en fait, pour pouvoir aussi équilibrer ces catégories, on autorise les athlètes qui ont une amputation ou une malformation en dessous du coude à avoir une prothèse pour permettre un petit peu de lisser la catégorie. Donc, en fait, voilà, c'est assez avantageux. Donc voilà, je le fais, je la mets. Mais par contre, c'est le premier truc que j'enlève avant les chaussures de ski. Voilà, c'est ça, tu dis, je t'avais déjà entendu dire que c'est plus inconfortable que des chaussures de ski, alors que pourtant, les chaussures de ski, on a l'impression que c'est l'horreur déjà. Oui, mais parce que voilà, moi après, il faut que mon petit doigt retrouve sa liberté pour pouvoir faire plein de choses. Et, et donc, c'est vrai que je suis un peu bloquée. Par exemple, je ne peux pas m'attacher les cheveux avec une prothèse. C'est gênant. D'accord. Et justement, c'est intéressant, tu as mentionné 2010. Donc, petit rappel, 2010, c'était donc les Olympiades de Vancouver. Et à cette époque-là, tu n'avais pas encore tes 8 médailles d'or paralympiques. Elles sont arrivées juste après. Donc, dans ta carrière, avant d'être la leaduse que tu es maintenant, il y a eu cette ascension. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intrigue à Chika. Comment on fait pour se préparer en tant que championne mentalement, autant à la victoire que des fois à des résultats peut-être moins bons. Je crois que c'est le gros problème, c'est qu'on se prépare rarement à perdre et donc c'est toujours très violent. Du coup, à Vancouver, j'avais fait 2 quatrièmes places et c'est vrai que les quatrièmes places sont vraiment des places qui sont frustrantes parce que du coup, tu es au pied du podium. On appelle ça la médaille en chocolat, mais on ne te donne même pas une médaille en chocolat pour te consoler pour que tu puisses la manger. Donc vraiment, c'est la place que personne n'a envie d'avoir. Et voilà, ça a été très dur parce que je m'attendais à avoir une médaille. C'était possible. J'avais fait des bonnes courses avant les Jeux. Donc voilà, et donc en fait, quand je suis arrivée et que j'étais quatrième 2 fois, ça a été hyper dur. Mais finalement, en fait, ça a été un élément hyper constructif pour la suite. Ça a été un énorme boost pour les saisons qu'on suivit. Et en fait, je me suis dit, non, mais je ne veux plus revivre ça, il faut que je trouve un moyen. Et donc voilà, en fait, peut-être que la prothèse a été aussi déclenchée par ça. Et puis après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur les skis, des entraînements, un rythme d'entraînement peut-être supérieur. Enfin voilà, et puis après, j'avais 16 ans aussi, donc j'étais encore jeune, un peu insouciante. Je n'avais pas pris en compte toute la pression qu'il pouvait y avoir sur ces événements-là. Donc en fait, ça m'a beaucoup appris. Et donc je pense qu'en fait, voilà, en fait, on dit d'ailleurs en sport qu'on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Et je pense que c'est vrai parce que tu débriefes plus un échec et tu essayes d'en retirer des leçons plus qu'une victoire que tu prends telle quelle parce que c'est hyper fort. C'est vrai. Même si on ne serait pas contre la médaille en chocolat, du coup. Ça, on retient. Il faudrait instaurer ça dans le sport, qu'on distribue des médailles en chocolat pour consoler les quatrièmes. Très bien. Et donc, tu as dit, donc, après cette étape, donc, ton rythme d'entraînement s'est intensifié. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton quotidien avant une grande compétition? À quoi ça ressemble d'être Marie Bochet à ce moment-là? Alors, même avant en fait toutes les saisons, parce qu'en fait on fait du ski, donc le ski on a l'impression que ça se passe de décembre à avril, mais là donc on est au mois de juin et en fait on a déjà repris le ski. Nous on a déjà fait des stages sur les glaciers, donc en fait à partir du mois de juin on fait du ski une fois toutes les 3 semaines un petit peu à peu près. Et puis après, il y a l'entraînement physique. Donc ça, c'est à peu près tous les jours. Allez, on va dire 5 jours sur 7, 6 jours sur 7, parfois 7 jours sur 7, où on a des séances d'entraînement. Donc ça peut être du vélo, de la course à pied, ça peut être de la musculation, ça peut être de l'athlétisme. Le ski alpin, c'est un sport qui nécessite beaucoup d'aptitude en fait. Donc du coup, on a le droit de pratiquer beaucoup de sports en préparation physique, ce qui permet de ne pas tomber dans une routine d'entraînement qui est parfois un petit peu lourde. Mais voilà, donc à partir de juin, en fait, on fait du sport quasiment tous les jours et on s'entraîne, on entraîne notre corps à la résistance,
avoir du muscle pour pouvoir tenir aussi toute une saison, parce qu'après la saison commence en décembre et on a des compétitions très régulièrement jusqu'en avril. Et donc voilà, c'est des longs mois où il faut être en forme tous les jours. Donc apparemment, c'est ça, c'est vraiment la rigueur, la clé de son succès. Et alors justement, pour la suite, quels sont tes projets? Quelles sont les échéances maintenant à venir? Alors, cette année, enfin l'année qui arrive, on doit avoir des championnats du monde. Donc c'est une compétition qui se passe sur une semaine où en fait on a toutes les disciplines, donc la descente, le super G, le super combiné, le géant et le slalom, un peu sous le même format que les jeux. Du coup, c'est moins médiatique que les jeux, mais c'est un format qui y ressemble, donc c'est une grosse répétition pour nous. Et après, normalement, on doit aller en Chine, skier sur les pistes des prochains Jeux qui auront lieu l'hiver 2022. Donc, en fait, ça se rapproche, c'est dans 1 an et demi à peu près. Et donc, voilà, c'est les 2 grosses étapes de la saison prochaine. Donc, on espère que ça va tenir, qu'on va pouvoir suivre ce planning-là. Et puis, sinon, on s'adaptera, un peu comme ça s'est passé l'hiver dernier, parce que du coup, on a été confinés aussi. Donc, on a coupé court à la saison début mars. Donc voilà, là, on est un petit peu, on ne sait pas trop sur quel pied danser sur la saison qui arrive, mais en tout cas, on n'a rien lâché sur les entraînements. On a une planification qui est identique à celle des autres années. Et donc, on va planifier là-dessus en espérant que ces gros objectifs soient au calendrier de l'hiver prochain. D'accord, donc tu seras au JO 2022 en Chine? Alors, si je me qualifie Ouais. et que, voilà, après, non, c'est l'objectif. En fait, les Jeux, c'est vraiment ce qui guide les 4 années d'entraînement. En fait, quand on passe une Paralympiade, en général, on se projette déjà sur la suivante. Donc c'est sûr que je me suis déjà un petit peu projetée sur Pékin. Après, ça fait longtemps que je suis sur les skis. Donc, je me laisse aussi la possibilité de mettre le clignotant avant et de ne pas faire la saison de trop aussi, parce que voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis sur le circuit et il y a peut-être une petite lassitude aussi qui s'installe. Donc, il faut aussi savoir s'arrêter au bon moment. Donc, l'idée, c'est d'aller en 2022, mais si jamais ça ne tient pas jusque-là, j'arrêterai pour finir sur une belle note. Mais voilà, pour l'instant, ça prend plutôt le chemin de 2022, je vous rassure. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, Marie. Vraiment, on sera là pour te soutenir si tu y vas, parce que vraiment, tu es une championne que l'on adore et que l'on admire à Chica. Donc, on espère t'y voir. Et sinon, on continuera de suivre tous tes beaux projets de loin, bien évidemment. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir accordé cette interview pour la Chica Fiesta. C'était un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Merci Marie, beaucoup. on te dit au revoir. Comme disait Sophie, on sera là avec toi pour te soutenir et avec tous nos chicas qui vont te soutenir aussi. Merci, au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Et donc à tous et à tous, avec Sophie, on vous dit merci de nous avoir suivis pendant toute cette fiesta. Et elle sera en live l'année prochaine, on espère. Merci beaucoup, au revoir.